Propose un exercice de travaux pratiques économiques en vue de comprendre et de calculer un concept que j'appelle le dividende démocratique. Donc là, sous vos yeux, vous avez la répartition par décile en 2021 du patrimoine moyen de la France. Donc on est sur le site de l'INSEE, hein, donc on est vraiment dans les chiffres officiels. On constate plusieurs choses. Déjà, on a cette barre jaune en bas au niveau du 9e décile, c'est-à-dire les 10% des Français les plus aisés. Et donc ce qu'on constate, c'est que cette barre jaune, en fait, sa longueur est à peu près égale à la somme de toutes les autres barres jaunes. Et ça veut dire que 10% de la population française possède 50% de la richesse de la France. Et puis si vous montez comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, vous êtes à la moitié, et que vous prenez la somme des barres jaunes au-dessus, eh bien, vous verrez que c'est pas très long. Et ça veut dire en fait que 50% de la population française ne possède que 10% des richesses. Donc cette répartition, somme toute assez inégalitaire, ne me choque pas. Je considère que c'est à peu près inhérent euh, à la condition humaine et aux différences entre les hommes. Alors on pourrait avoir un débat, hein, par exemple, en bas, parmi les gens qui ont beaucoup d'argent, il y en a qui se sont faits eux-mêmes et qui méritent leur chance. Et puis il y a ceux qui sont juste nés au bon endroit. Et donc là, on pourrait considérer qu'il y a matière à débat. Donc ça ne me choque pas. Mais par contre, ce qui m'inquiète, c'est que je pense que parmi les gens qui écoutent cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui, eux, veulent renverser cette situation, rêvent du grand soir, et imaginent quelque chose d'assez violent pour y arriver. Et donc effectivement, ça m'inquiète. Mais ce qui m'inquiète encore plus, en fait, c'est que les inégalités croissent. Il y a une espèce de consensus général pour dire que il y a de plus en plus de gens qui n'ont rien, et puis parmi les gens qui ont beaucoup, la barre jaune s'allonge, hein, et même si on va vers le premier pourcent de la population, elle peut devenir extrêmement longue. Et ça, je trouve ça un peu flippant, parce que je me dis que si vous avez de plus en plus de gens ici qui n'ont rien, moins que rien, donc rien à manger, rien à perdre, eh bien, à un moment donné, ils risquent de prendre leur fourche, leur gilet jaune, leur bonnet rouge, leur chemise noire, des pétards mortiers ou des fusils d'assaut, et faire basculer le monde dans une espèce de système d'anarchie, hein, le grand effondrement. Et ça m'inquiète quand même beaucoup. D'autant plus que si on pense à l'aphorisme de Einstein, hein, qui avait dit je ne sais pas avec quelles armes se fera la troisième guerre mondiale, mais je sais que la quatrième se fera à coups de massue. Et donc, du coup, si on est inquiet, on est en droit de se demander pourquoi déséquilibre. Hein, si ça s'accroît, si les égalités s'accroissent, c'est qu'il y a un déséquilibre. Hein. Et donc, qu'est-ce qui provoque ce déséquilibre? Alors, moi, je pense que ce déséquilibre, il est en fait inhérent au capitalisme. Alors, on vit en régime capitaliste, hein, et franchement, le capitalisme, il faut pas le toucher, hein, parce que c'est ce qui génère le progrès. Et donc, effectivement, le progrès, il se matérialise par croissance et inflation. Toujours un peu d'inflation, hein, qui vient se greffer par-dessus la croissance, qui vraiment est le progrès. Et donc l'avidité humaine, hein, fait que ce qui provoque en fait cette croissance et cette inflation, en fait, c'est la capacité de s'enrichir à travers un mécanisme qui est que si on a du capital, on va rémunérer ce capital, on va toucher une rente. Et donc c'est vraiment ça qui fait marcher le monde. Si tout ça était en équilibre, je pense que ça se passerait pas mal. Le problème, c'est que on n'a jamais cet équilibre. On a toujours la rente qui est supérieure à la croissance plus l'inflation. On peut se demander pourquoi. Eh bien, moi je pense que c'est lié à un phénomène qu'on appelle la préférence pour le présent. On est toujours prêt à emprunter
quelqu'un qui détient du capital, pour avoir quelque chose tout de suite. Et on est prêt pour ça à payer plus cher qu'on devrait. Alors je vous donne juste 3 exemples. Le premier exemple, ça va être un jeune couple qui vient d'avoir son premier enfant, donc il lui faut une chambre de plus, peut-être une nouvelle voiture, une poussette. Et la poussette, il la faut maintenant, hein. Il la faut pas dans 1 an et demi quand l'enfant aura commencé à marcher. Et donc s'il n'a pas d'argent, il n'a pas le choix, il doit immédiatement aller emprunter pour pouvoir acheter une poussette. Et donc il va payer en 4 fois, prendre un crédit à des taux qui font que la rente sera élevée pour celui qui va lui prêter. Un deuxième exemple, ça serait en Mésopotamie, par exemple. Là, on trouve vraiment des traces de ça. Vous aviez régulièrement des mauvaises récoltes. Et à ce moment-là, un fermier n'a plus du tout d'argent, et donc il doit emprunter pour nourrir sa famille. Et il emprunte à des taux d'usure, à tel point qu'il sera endetté jusqu'à la fin de sa vie. Et donc régulièrement, hein, dans la Mésopotamie d'avant même les Grecs et les Romains, il y avait des traces de remembrement, en fait, hein, où on redistribuait la terre que les paysans avaient perdue parce qu'ils s'étaient endettés suite à une mauvaise récolte. Et puis le troisième exemple que j'ai envie de prendre, hein, c'est l'État français. On veut tout de suite une école ou un hôpital ou un pont, et donc immédiatement on va aller s'endetter sur les marchés à des taux qui sont de plus en plus élevés. Et donc, quelque part, on va aussi nourrir la rente. Ok, donc, cette préférence pour le présent, elle déclenche mécaniquement une inégalité. Et donc, on peut définir la survaleur comme étant la rente moins la croissance moins l'inflation. Et donc, ce qu'on a dit hein, dans tout ça, c'est que la survaleur est toujours positive. Et donc, moi, ce que je pense, hein, c'est que la survaleur supérieure à zéro, c'est aussi vieux que l'humanité, en fait. Ça a toujours été vrai. Donc, en Mésopotamie, j'ai cité l'exemple, dans la Rome antique, chez les Grecs, c'est vrai aussi bien du temps des rois, c'est vrai en dictature comme en démocratie. Alors, sans doute, hein, c'est plus fort en dictature qu'en démocratie, mais on vit actuellement une période dans laquelle la survaleur, tic-tac, tic-tac, hein, c'est le déséquilibre fondamental qui fait que les inégalités s'accroissent. Alors, ce qui nous permet de tenir et de retarder un peu le processus, c'est l'État. L'État redistributeur, qui prend aux riches pour donner aux pauvres. Belle idée. Le problème, c'est que l'État, maintenant, il est devenu obèse, liberticide, sclérosé, donc sclérosant. Et dans un État sclérosant, il n'y a plus de croissance. Et quand il n'y a plus de croissance, la survaleur est d'autant plus forte. Et puis qu'est-ce que fait l'État? Il s'endette. Mais quand on s'endette, on crée de la rente. Quelque part, on emprunte aux gens qui ont du capital et donc on les rémunère pour ça. Donc on va contribuer à augmenter la survaleur. Non mais quelle ironie! L'État, qui est censé rattraper le déséquilibre inhérent aux sociétés humaines, eh bien en fait il génère cette survaleur qui est la cause principale du déséquilibre. Alors je donne quelques exemples. On taxe tellement les bas salaires qu'il n'y a plus de boulot. Donc les sociétés ne recrutent plus, et donc c'est un problème. Et donc on va inventer le CICE. Okay, donc on avait une armada de gens qui collectaient l'impôt, on aurait pu baisser l'impôt, bah non. On va plutôt dire, bon, on va créer une autre armada de fonctionnaires qui va s'occuper d'aller distribuer l'argent qu'on avait pris juste avant. Hein. Pareil avec le crédit impôt recherche. Il y a trop de taxes, donc la recherche quitte la France, va dans des pays plus compétitifs, et donc on va inventer un système dans lequel, si vous démontrez que vous faites de la recherche, on va vous donner de l'argent. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont passer leur temps à lire des rapports qu'on aura écrits juste pour eux, afin de démontrer qu'effectivement on fait de la recherche. C'est un système qui ne peut pas marcher. Plus on augmente l'État, plus on crée de la survaleur. Il faut trouver un autre système.
Bon, dans quelques minutes, on va la calculer, cette survaleur. Mais avant ça, je voudrais vous expliquer ce qu'on va en faire. Le concept est de dire qu'on va prendre la nation dans son ensemble comme une société commerciale. Comme toute société commerciale, il y a des actionnaires. Dans le cas de la nation, les actionnaires sont les citoyens. Parce que chaque citoyen détient un vote, et donc c'est comme s'il avait une action de la nation. Cette nation, collectivement, crée, génère un profit. Profit qu'on va identifier à la survaleur, qui en général, donc, je rappelle, est positif. Donc, qui dit profit, dit redistribution aux actionnaires sous forme de dividendes. Dividendes parce que c'est bien un profit qui est distribué à des actionnaires qui sont les citoyens, et démocratique parce qu'un citoyen, un vote, et donc un citoyen, un chèque. On est bien en train de généraliser le concept démocratique à l'économie. Et donc en faisant ça, du fait qu'on distribue à part égale le dividende démocratique à chaque citoyen, on va rétablir l'égalité rente égale croissance plus inflation, et on va donc corriger les déséquilibres. C'est quand même assez étonnant de se dire que la cause principale des problèmes de l'humanité, c'est le capitalisme, mais si on applique une certaine dose de capitalisme euh, au niveau du collectif, eh bien, on rétablit l'équilibre. Donc on utilise, c'est un peu comme une prise de judo, hein. On utilise la puissance du capitalisme pour rétablir l'équilibre dans l'économie. Donc on va voir que en fait, la survaleur, ça représente beaucoup d'argent, hein. Et donc on peut se demander où est-ce qu'on va le trouver, cet argent. On va pas créer une nouvelle taxe, hein, un nouvel impôt. Les impôts, on en a assez comme ça, c'est bon. Non. Pour générer cet argent, on va faire la chose suivante, en fait. On va utiliser un outil qui s'appelle la création monétaire. La création monétaire, c'est quelque chose qui se fait tout le temps, hein, donc ça existe déjà, c'est peu connu, mais c'est quelque chose qui est déjà bien pratiqué. Je vais pas insister plus que ça là-dessus pour le moment, mais sachez simplement que je reviendrai dessus plus tard dans la vidéo. Et donc l'idée, c'est de dire, on va demander à la BPI de créer un compte bancaire par citoyen, par exemple avec comme numéro le numéro fiscal, hein. Chaque citoyen a un numéro fiscal, donc chaque citoyen aura un compte bancaire, et tous les mois, on va lui verser son dividende démocratique dessus, et il pourra aller acheter du pain ou ce qu'il veut avec. Il y aura aussi une petite app pour payer tranquillement. Okay, et donc, on fait d'une pierre deux coups. D'une part, on redistribue de manière quasi automatique et simple le profit qui est généré collectivement, et d'autre part, on rétablit l'équilibre dans la société. Et donc maintenant, il faut la calculer, cette fameuse survaleur. Mais comment faire? Alors pour ça, on va utiliser une grandeur macroéconomique qu'on appelle le produit intérieur brut. Okay, c'est plus ou moins la production de la France de valeur. Okay, et donc les économistes ont démontré, hein, que le PIB, pouvait se décomposer de la manière suivante, hein. Il y a d'abord les salaires, il y a ensuite un concept qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, hein, qui est aussi l'EBE, hein, excédent brut d'exploitation. Ça, c'est le profit des entreprises commerciales, des sociétés. Ensuite, vous avez quelque chose qu'on appelle le revenu mixte. Ça, c'est le revenu des indépendants. Les médecins, les agriculteurs, les artisans. Voilà, tout ça, ça tombe dans le revenu mixte. Et puis ensuite, vous avez impôts, moins subventions, et ça, c'est plus ou moins l'État. Ok, et donc, c'est ça qu'on va utiliser comme concept pour calculer le revenu du capital. Partons à la recherche des grandeurs économiques. Alors pour ça, on va taper Grands agrégats économiques 2023 et on va atterrir à l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et là, on trouve les données qu'on cherche. Et en particulier, je trouve le fichier 105. Donc je le télécharge et je l'ouvre. Et dedans, je trouve jusqu'à 2023 et en partant de 1949, les informations qui m'intéressent, c'est-à-dire le produit intérieur brut,
ainsi que la rémunération des salariés, les salaires, le BE, et puis impôts et subventions. Et alors en fait, le problème, c'est qu'effectivement, ils ont agrégé excédent brut d'exploitation et revenu mixte. Donc nous, on veut la décomposition. Bonne nouvelle, c'est disponible dans un deuxième fichier, qui est ce fichier-ci, que je vais ouvrir. Et avec la même structure, je vais cette fois-ci trouver les deux lignes qui m'intéressent pour le calcul qu'on veut faire. Et donc je vais les ajouter dans mon fichier. OK? Alors, juste au passage, hein, on voit que ça marche, parce que si je fais la somme ici, je trouve 2,291, et ça colle bien avec ce chiffre-là, donc on est consistant. OK? Alors donc, j'ai dit quoi? J'ai dit que je voulais les salaires. Donc ça, c'est la rémunération des salariés. J'ai dit que je voulais le BE. Ça, bah voilà, c'est l'excédent brut d'exploitation que j'ai ramené. Le revenu mixte, qui est ici. Et puis l'État, qui est euh, impôt, déduit des subventions. Et donc tout ça fait 13,1, qui est bien égal au PIB. Ok, donc ma formule est bonne, et je vais pouvoir propager cette formule jusqu'en 2023. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir regarder un peu ces données. Pour ça, je les sélectionne, et je vais ici, je choisis un certain type de graphe qui m'arrange, et je le crée. Et donc comme ça, je le ramène ici pour pouvoir l'agrandir, et on va le regarder ensemble. Alors qu'est-ce qu'on constate en fait, hein? Donc on est de 1949 à 2023. Donc on voit que les salaires en bleu, bon, ils ont un petit peu augmenté. On voit que l'orange, pour le coup, il a pas mal grossi. Le gris, qui est le revenu mixte, hein, il a beaucoup réduit. Et puis l'État, qui est quand même devenu de plus en plus gros au cours du temps, mais pas tant que ça. Alors, pourquoi est-ce que le revenu mixte a tellement changé en fait? Bah, en 1949, en fait, la France était un pays d'agriculteurs, hein, et un agriculteur, c'est un artisan. Alors que maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup des artisans et autres se sont mis, ou agriculteurs, se sont mis en société unipersonnelle. Et donc, comme il y a une société, ils ont basculé dans le orange. Donc, c'est pas tellement qu'il y a moins d'indépendants qu'avant, c'est surtout que maintenant, beaucoup d'indépendants, en fait, sont plutôt aussi dans l'orange. Alors, par contre, du coup, on voit que c'est quand même assez négligeable et qu'on, ça, c'est devenu quand même moins important que ça n'était en 1949. En fait, dans les pays en voie de développement, on retrouve ce type-là, hein. Beaucoup de personnes sont indépendantes en fait et s'autogèrent. Et donc du coup, c'est important justement de pouvoir définir le concept suivant. En fait, le problème, c'est que dans le revenu mixte, il y a une partie revenu du travail et une partie revenu du capital. Prenez le plombier par exemple. Eh bien, il répare des fuites et il crée des installations. Et donc il est payé pour ça. Ça, c'est du travail. Mais en même temps, il s'est acheté une camionnette. Et la camionnette, c'est du capital. Et donc, il y a aussi une partie de sa rémunération qui sert, en quelque sorte, à rémunérer ce capital. Si vous prenez un médecin de ville pour travailler, il lui faut un stéthoscope, c'est pas beaucoup de capital. Par contre, si vous prenez un dentiste, il lui faut une chaise de dentiste, ça coûte cher. Il y a des mobilisations de capital. L'agriculteur, il a des champs, il a une ferme, il a du matériel agricole pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Il y a beaucoup de capital. Et donc là-dedans, mélangé avec des variations au cours du temps, et en plus mélangé suivant les métiers, il y a des bouts de capital et des bouts de travail. Alors du coup, il y a des gens qui ont fait des études hein, pour voir, calculer tout ça. Nous, comme c'est un peu négligeable ici, on va simplifier la vie, on va dire qu'on va généraliser quelque chose qui est quand même assez vrai, c'est que en général et de tout temps, quand vous avez de la rémunération, vous avez 2 tiers travail et 1 tiers capital. Ok. Et donc c'est ça la formule qu'on va utiliser pour calculer notre revenu du capital. On va se mettre ici et on va calculer le revenu du capital. Voilà. Alors ce revenu du capital, on a dit que c'était égal à l'excédent brut d'exploitation plus 1 tiers du revenu mixte.
Voilà. Et donc on l'a ici en 1949, le revenu du capital. Alors si on a un revenu du capital, on peut calculer une rentabilité. Mais pour ça, il faut quelques chiffres supplémentaires dont on a besoin et que j'ai préparés pour vous pour gagner un peu de temps. Ils viennent de l'INSEE, même principe, mais ils sont là. Ok. Donc là, je ramène plusieurs lignes dans ce fichier Excel que nous sommes en train de construire ensemble. Et je les insère. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai du coup maintenant? J'ai la population française, qui me permet d'ailleurs de calculer une croissance démographique. J'ai les indices des prix à la consommation. Alors je ne les ai pas pour toutes les années, ça commence en 96. D'accord? Et donc l'idée c'est que quand ça croît, eh bien le coût de la vie en quelque sorte ça croît. Et donc ça permet d'avoir l'inflation. L'inflation c'est la variation de l'indice des prix à la consommation entre deux années successives. Voilà. Et puis la dernière ligne, c'est le patrimoine net de la France. Alors ça, il faut que j'explique un peu plus. On va se mettre en 2023. Donc en 2023, on voit que le patrimoine net de la France, c'est 21 000 milliards. Ça veut dire que si vous avez 21 000 milliards sur votre compte en banque, vous pouvez acheter tout. Vous pouvez acheter toutes les maisons, tous les immeubles, toutes les voitures, toutes les sociétés, toutes les fermes, tous les champs, tout. Voilà, vous avez possibilité d'acheter la France. Alors, pas les Français, hein, et pas les citoyens, hein, mais en tout cas, vous pouvez acheter tout ce qui se vend. Voilà. Ok, donc ça, c'est vraiment le patrimoine net. Alors, on dit net aussi parce qu'on a enlevé la dette. Hein, donc la dette de la France ici a été retirée. C'est vraiment ce qu'il faut pour posséder la France. Mais pas, encore une fois, les habitants. Donc ça veut dire qu'en 49, là, quand on a calculé un revenu du capital que j'ai perdu, qui est ici, voilà. Donc quand on a calculé le revenu du capital, en 1849, on va le mettre en regard du patrimoine de la France. Alors je ne l'ai pas en 49. Donc il va falloir qu'on reporte la formule à partir du moment où j'ai ce patrimoine. Alors on voit qu'en 1998, hein, et maintenant on va se focuser sur ces lignes-là, en 1998, le revenu du capital, c'était 418 milliards. Et on le met en regard d'un patrimoine net de presque 7000 milliards d'euros. Et donc on va calculer du coup une rentabilité qu'on identifie comme étant égale à au revenu du capital divisé par le capital total. Voilà. Et là on trouve un pourcentage qui est à peu près égal à 6%. Bon. Ce 6%, on veut le mettre en regard de croissance plus inflation. Donc il faut qu'on calcule croissance plus inflation. Alors par construction, croissance plus inflation, en fait, c'est égal à la variation du produit intérieur brut de 98 divisé par celui de l'année d'avant et moins 1. Et de nouveau, on trouve un pourcentage qui est ici égal à 4,39. Voilà. Et du coup, maintenant, bah, je l'ai, ma survaleur. Parce que j'ai défini la survaleur comme étant justement égale à la rente moins croissance plus inflation. Et je trouve 1,61%. Donc cette année-là, la survaleur était de 1,61%. Et donc ce que je dis, c'est que ça, c'est le profit de la nation qui doit être redistribué entre chaque citoyen. Donc je crée du coup une enveloppe, et cette enveloppe, elle est égale au patrimoine net multiplié par la survaleur. Voilà, et je trouve 112 milliards. Alors je veux voir ce que ça fait par citoyen. Et là, donc je prends ces 112 milliards, je les multiplie par 1 milliard parce que il faut qu'on remette à l'échelle, et je divise par la population française en 98, qui était de 58 millions de citoyens. Et donc je trouve 1923
euros par citoyen. Ok. Alors pour donner l'échelle, je vais calculer maintenant par mois, et c'est ça que je vais appeler le dividende démocratique mensuel. Et donc il est égal à 1923 divisé par 12. Ça veut dire que en 1998, on aurait dû verser à chaque citoyen 160 euros chaque mois. Alors attention, parce que là, on parle en euros de 1998. Il faut l'ajuster de l'inflation. Et ça se calcule de la manière suivante. On prend la valeur, on la divise par l'indice du coût de la vie, l'indice du prix conso en 98, et on la multiplie par la référence qu'on cherche, et en l'occurrence, c'est 2023. Voilà. Et on trouve 252 euros. Ok. Donc, il faut se projeter. Si en 98, on était en 2023, c'est un peu une prise de tête, eh bien, en fait, le revenu, le dividende démocratique qu'on aurait dû recevoir chaque mois, en tant que citoyen, c'est 252 euros. Et ces calculs-là sont valables pour toutes les années. Et donc, je vais propager jusqu'à 2023. Voilà. Alors voilà, oui, j'ai ici fait une erreur, c'est qu'il fallait que je fige la valeur de 2023 pour qu'elle ne se propage pas, elle, pour le coup. Donc je recommence ici et je propage. Voilà. OK. Et donc j'ai mon dividende démocratique mensuel par citoyen, année après année. Et si je fais la moyenne de ça, je trouve 394 euros, presque 400 euros de dividende démocratique versés chaque mois à chaque citoyen français. Alors attention, hein, parce que c'est pas régulier en fait. Par exemple, si vous regardez 2000, en 2000, il y a eu, en fait, certes, une forte rentabilité du capital, mais il y a aussi eu un fort croissance plus inflation. D'accord? Alors c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on voit que l'inflation était pas si forte, à 1,82%, et donc ça veut dire qu'il y a eu une forte croissance. Du coup, la survaleur était faible, et on a du coup que 25 euros. Pour en euros, ça sera plus lisible. Il suffit simplement qu'on fasse cette opération-ci. Voilà. Donc, alors ce qu'on va constater ici, par contre, c'est que le dividende démocratique, hein, qui est lié à la survaleur, eh bien, il fluctue pas mal, en fait. Pour ça, il suffit d'afficher la courbe du dividende démocratique au cours des mois et des années, et on voit que, globalement, il y a des moments où il est énorme. D'ailleurs, c'est en général quand il y a une crise, hein. Ici, c'était la crise financière de 2008, et ici, on retrouve le Covid. Mais n'empêche que c'est quand même pas extrêmement bien, et en plus, s'il devient négatif, c'est même un problème, hein, parce que si je vous dis qu'il va falloir que vous payiez de votre poche ici, parce que la survaleur est négative, vous ne serez pas très content. Mais en fait, c'est facile à corriger ça, parce qu'on sait que sa moyenne est de l'ordre de 400 euros, et donc si on veut corriger le problème, il suffit de lisser. Donc, par exemple, ici, si je prends la moyenne des 4 dernières années, et que je propage cette formule jusqu'en 2023, et bien maintenant, si je regarde les deux courbes en même temps, je vois immédiatement l'effet de lissage, hein, en bleu la courbe qu'on vient de regarder, en rouge la courbe lissée, et on voit qu'on est beaucoup plus régulier. Alors c'est variable, hein, ça reste variable, parce que si on ne crée pas de valeur commune, et qu'on ne crée pas cette survaleur, ce profit, ben, on n'a pas de dividende à distribuer. Néanmoins, quand même, au moins, on voit qu'on retrouve une courbe qui se rapproche du 400 euros qu'on avait déjà vu en moyenne. Alors maintenant, on va faire quelque chose qui est absolument incroyable. Et pour ça, on va s'intéresser aux jeunes. Imaginez un enfant qui est né en 2001. Ok. Donc, un enfant, bah, c'est un citoyen, hein, il est bien dans les 59 millions de citoyens qu'on avait en 2001, mais il vote pas. Alors, est-ce qu'il a le droit ou pas à un dividende démocratique? Bon, il se trouve qu'en France, on a un système qu'on appelle les allocations familiales.
Quelque part, c'est la reconnaissance du fait qu'il faut aider les parents, hein, à aider leurs enfants correctement. Et donc, eh ben, on va garder ce système et on va dire que la moitié de l'enveloppe annuelle, par citoyen de 2001, en euros de 2001, eh bien, on la garde comme, allocation familiale. Et puis, à côté de ça, avec l'autre moitié, on va la capitaliser dans des fonds jeunesse. C'est un peu comme des fonds de pension, sauf que c'est pas à destination, des personnes âgées, qui vont prendre leur retraite, c'est à destination des, jeunes, futurs actifs, hein, futurs citoyens de notre société. OK? Donc même principe, on prend l'enveloppe et on prend l'autre moitié. Bon. Maintenant imaginez qu'on est en début d'année et qu'on mette cet argent, sur un compte capitalisé. En fait, il va travailler cet argent dans le fond et donc il aura la même rentabilité que le capital qui est ici et donc il va générer des intérêts. Intérêts qui sont égaux au montant capitalisé multiplié par les intérêts, 72 €. Et donc à la fin de l'année, on aura ce qu'on avait déposé plus les intérêts. Et l'année suivante, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le report à nouveau, c'est-à-dire ce qu'on avait à la fin de l'année, plus la somme qu'on va capitaliser pour cette année, divisé par 2. Et on retrouve ici 3066, qui vont générer des intérêts, qui sont égales à la somme en début d'année, multipliée par la rentabilité de 2002. Et donc, à la fin, on aura bien l'argent qu'on a, plus les intérêts. OK? Et ainsi de suite. Et donc, on va faire ça jusqu'aux 21 ans du citoyen. D'accord? Donc, on a commencé en 2001, donc il faut s'arrêter en 2022. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que en 2022, le jeune, dans son fonds, il y a 82 000 euros. 82 000 euros qu'on va pouvoir lui donner pour qu'il puisse étudier. Et quand il étudie, se nourrir, vivre. Et surtout, en plus de ça, il va pouvoir entreprendre. Parce que ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est qu'il y a une énorme inégalité devant la capacité d'entreprendre. Si je nais du bon côté de la barrière, dans le bon décile, et que j'ai des économies, eh ben à ce moment-là, je peux entreprendre. Mais si l'argent que je dois utiliser pour entreprendre, c'est l'argent qui me permettra de me nourrir lundi et de nourrir ma famille, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Et je pense que c'est vraiment ça, un des problèmes qu'on a, qui fait qu'on n'entreprend plus, ou pas suffisamment en tout cas, c'est que les gens n'ont pas de quoi entreprendre, ils n'ont pas de quoi prendre des risques. Alors que le jeune, justement, ici, il est plein d'énergie, il veut changer le monde. Et donc c'est vraiment le moment où il faut qu'il ait accès à du capital pour pouvoir entreprendre. Ok. Alors effectivement, avant de bâtir cet argent-là, il faut attendre 20 ans. Ok. Donc si on commence aujourd'hui, on n'en bénéficiera que dans 20 ans. Alors après, on peut imaginer des mécanismes transitoires, et là, il faudra faire intervenir le politique. Mais vous voyez l'idée quand même, c'est que de manière continue, année après année, dès que le jeune a 21 ans, hop, on lui donne de quoi étudier et on lui donne de quoi entreprendre. Alors s'il veut s'asseoir devant la télé et acheter une PlayStation et ne rien en faire, écoutez, tant pis pour lui, quoi, d'accord? Moi, au moins, j'aurais l'impression d'avoir fait le maximum pour qu'il se comporte correctement et que justement, il ait toutes les chances, ok? Et donc, oui, effectivement, j'attends de lui qu'il arrête de casser les abris de bus et qu'il arrête de brûler les bus et qu'il fasse des vraies études et qu'il s'investisse parce que il n'a plus de raison de ne pas se sentir comme faisant partie à part entière de la société. Je propose de nous intéresser maintenant à la problématique de la protection sociale. Donc devant nous, nous avons un fichier Excel que j'ai récupéré sur le site de l'adresse, qui est une espèce de deuxième INSEE, mais dédié à la protection sociale. Et on voit les différentes composantes hein, de la protection sociale en France, la santé, la vieillesse, c'est-à-dire les retraites, famille, emploi, logement et pauvreté, exclusion sociale, dans lequel on va trouver
le RSA, etc. Alors déjà, première remarque, hein, c'est que si je les fais tout apparaître, je vais quand même en trouver 272. Moi, je trouve que c'est un peu excessif. Je pense qu'il y a beaucoup de complexité qui doit être associée au traitement de tous ces différents cas. Hein. Je pense que l'enfer est pavé de bonnes intentions et qu'à force d'inventer des nouvelles prestations et des nouvelles complexités, tout devient de plus en plus compliqué. Je rappelle, hein, que seulement 50% des gens ont aujourd'hui accès au RSA, hein, sur le nombre de personnes qui pourraient y prétendre, simplement parce que c'est tellement compliqué de récupérer le RSA qu'ils n'y arrivent pas. Donc j'ai ramené les chiffres de l'adresse qu'on vient de voir dans notre feuille Excel, et j'ai ramené aussi le déficit de la France. Et puis ici, il y a quelques calculs, hein. Donc le social rapporté au PIB, et on peut regarder ce que ça donne justement au cours du temps. Et donc si je regarde ici cette courbe, je vois que depuis 1959, les dépenses de protection sociale sont passées de environ 15% du PIB à plus de 30%. Et quand même, on peut se dire, mais où est-ce que ça va s'arrêter? Parce que un tiers du PIB consacré à la protection sociale, ça paraît quand même énorme. Alors, loin de moi l'idée de tirer à boulet rouge sur la protection sociale, qui est bien sûr indispensable, mais quand même, il faut se demander ce qu'on peut se payer. Et justement, si je fais le même exercice sur le déficit de la France, et que je regarde rapporter au PIB l'évolution du déficit, je trouve la courbe suivante. Hein. Et je vois que depuis 1974, ici, en fait, tous les budgets ont été en déficit. Et même s'il y a des sursauts réguliers, à chaque fois il y a une nouvelle crise, et hop, quoi qu'il en coûte, et on rechute. Et ça nous a amené dans la situation où on est aujourd'hui, avec une dette absolument gigantesque. Et quand on est endetté, on paye des intérêts au capital. Et donc, on riche. Et donc, on contribue à la création de survaleur. Alors, l'excellente nouvelle, c'est que justement, le mécanisme dividende démocratique va nous permettre de remettre la main sur cet argent. Et effectivement, si on fait la soustraction du déficit de la France et du dividende démocratique, on repasse en excédent. Alors j'explique, hein, le dividende démocratique est en soustraction de la protection sociale, parce que par exemple, si le RSA en 2023 est à 607 euros, eh bien on va dire 400 euros de dividende démocratique, 207 euros de complément, donne le RSA. Et donc, du coup, on récupère l'argent du dividende démocratique au niveau du déficit. On passe en excédent et on rembourse la dette. Parce que si on regarde bien ici, en l'espace de quelques années, mettons 15, on va effectivement récupérer l'équivalent du montant de la dette. On a remboursé la dette en 15 ans. Moi, je trouve ça magique. Alors à ce stade, je voudrais faire un petit résumé parce qu'on a quand même vu beaucoup de concepts, on a dit beaucoup de choses et c'est facile de se perdre. Donc on a vu qu'avec le dividende démocratique, on allait pouvoir verser à chaque citoyen chaque mois une somme équivalente en moyenne à 400 euros. On a vu aussi qu'on allait pouvoir capitaliser la moitié de cet argent pendant 21 ans et donc pour chaque enfant créer un capital de 80 000 euros qui lui permettra d'étudier et d'entreprendre. Ça créera des fonds jeunesse qui vont nous permettre d'investir dans l'économie pour préparer justement l'arrivée de ces jeunes dans l'économie. On va pouvoir cesser de faire des déficits et donc on va pouvoir rembourser notre dette. Et donc à l'arrivée, on aura restauré l'équilibre dans l'économie et on aura renforcé le contrat social qui nous lie tous. Ouais, presque trop beau. Bon, comment on va distribuer cet argent? Alors déjà,
Pour le faire parvenir aux citoyens, c'est très facile, hein. Chaque citoyen a un numéro fiscal. Il faut créer un compte en banque d'État, dont le numéro sera le numéro fiscal. Et puis on verse l'argent dessus. Et on crée avec ce compte en banque une app sur son téléphone pour payer, euh, acheter du pain ou payer ses impôts. Peu importe. On fait ce qu'on veut avec, hein. Mais quand même, on va donner beaucoup d'argent. D'où vient cet argent? Est-ce qu'on crée une nouvelle taxe, hein? On a dit non, pas de nouvelle taxe. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va le créer ex nihilo. On va faire de la création monétaire. Alors ça paraît un peu étrange quand même, hein, création monétaire. Qu'est-ce que c'est que ce concept? Euh, mais en fait, c'est quelque chose qui existe déjà, hein. Donc, on pense souvent que les banques, en fait, quand elles prêtent de l'argent, elles prêtent euh, des fonds qui ont été déposés par d'autres personnes, hein, sur leur compte. Mais en fait, pas du tout. En fait, quand une banque prête de l'argent, elle l'imprime ex nihilo. Euh, faut que j'explique un peu plus. Donc, historiquement, c'était les États qui créaient l'argent, ils imprimaient l'argent, hein, de tout temps. Si on remonte dans l'Antiquité, du temps des Romains, il y avait des sesterces. Et ce que faisaient régulièrement, on a des traces de ça, hein, ce que faisaient régulièrement les empereurs romains, c'est que ils prenaient tous les sesterces, qui étaient dans une matière un peu noble, et ils les fondaient. Et avec 2 sesterces, ils en refaisaient par exemple 3, ou avec 3, ils en faisaient 4. Et ils redistribuaient cet argent qui redonnait 2 sesterces, ils en gardaient un pour faire la guerre. C'est comme ça qu'ils finançaient leur guerre. Par la suite, hein, on a dit privilège seigneurial, battre monnaie sur ses terres. Même concept. Euh, Quand la Révolution française s'est trouvée à court d'argent, eh ben, elle a créé un système dit des assignats qui étaient gagés sur les biens confisqués à l'Église. Ça n'a pas très bien fini. Maintenant, on a des billets de banque, hein, donc c'est très facile de créer de l'argent, il suffit de l'imprimer. Et puis alors, comme en plus tout est maintenant sur les ordinateurs avec des zéros et des 1, dématérialisé, virtuel, c'est plus simple que jamais. Alors si c'est si simple que ça de créer de l'argent, pourquoi on n'en fait pas plus, tant qu'à faire? Et ben justement, c'est bien le souci en fait, c'est que c'était trop facile pour les États d'imprimer. Et donc, au bout d'un moment, les gens perdaient confiance et ça générait de l'hyperinflation. Et donc, ça finissait en banqueroute. Et donc, le problème, c'est que les États n'étaient pas raisonnables, parce qu'ils sont dirigés par des gens qui ont besoin d'argent. Et donc, si on leur donne un outil de création monétaire trop simple, ils vont user et en abuser, et ça va mal finir. Et donc, il a fallu qu'on mette en place plus de contrôle là-dessus. Et c'est là que les Anglais sont arrivés avec le concept de banque centrale. Banque centrale, hein, c'est un système dans lequel vous avez des sages qui définissent combien on peut imprimer, et pour imprimer cet argent, faire la création monétaire, elle passe par les banques. Les banques sont, et c'est bien ce qui définit une banque, des organismes qui sont autorisés à créer de l'argent, mais en suivant les directives de la Banque centrale, qui ne sont pas élus et qui ne sont pas liés justement à l'obligation de satisfaire des électeurs. Le sujet, en fait, quand les Anglais ont inventé les banques centrales, c'était de savoir combien il fallait imprimer. Parce qu'en fait, il fallait que l'impression soit en accord avec le progrès du pays. Alors, pour bien me faire comprendre, je vais prendre une image. À ce moment-là, en fait, en Angleterre, il y avait les bateaux qui revenaient des colonies et qui remontaient la Tamise. Et donc, pour savoir combien de richesses entraient dans le pays, les banquiers centraux montaient en haut de Big Ben, comptaient les bateaux qui passaient, en déduisaient proxy sur le montant de richesses nouvelles qui rentraient dans le pays et généraient une masse monétaire en conséquence. Parce que s'ils ne l'avaient pas fait, qu'est-ce qui se serait passé en fait? Vous avez de plus en plus de richesses dans le pays pour une masse monétaire identique. Vous faites le rapport, hein, ça veut dire que pour la même somme d'argent, on a de plus en plus de biens. Pour le même prix, on a de plus en plus de choses puisqu'il y a de plus en plus de richesses. Mais ça, économiquement, c'est très mauvais. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que si vous avez de l'argent,
Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit avec pour vous enrichir. Vous n'avez pas besoin d'investir. Vous le gardez bien à l'abri du risque, et comme de toute façon il y a de plus en plus de valeurs qui rentrent dans le pays, vous devenez de plus en plus riche. Et donc c'est justement ce qu'ils voulaient éviter. Et pour éviter ça, il fallait qu'ils créent de la masse monétaire, qu'ils impriment de l'argent. Voilà. Et donc, à l'arrivée, le dividende démocratique ne fait que changer le mode de décision sur combien on imprime et changer le mode de décision sur comment on distribue. Mais, encore une fois, la création monétaire, ça existe. Actuellement, la création monétaire, la Banque centrale, elle regarde les grandes valeurs macroéconomiques et si on est dans une période plutôt calme, elle va avoir tendance à vouloir beaucoup faire en sorte que les banques impriment beaucoup pour irriguer l'économie avec du crédit, hein, parce que c'est quand on prête de l'argent, c'est quand les banques prêtent de l'argent qu'elles créent de la monnaie. Et si par contre on est à un moment de bulle ou d'échauffement de l'économie, il va y avoir un resserrement du crédit. Okay, et donc c'est complètement logique en fait, parce que le prêt, c'est l'investissement, et donc quelque part on prête l'argent à ceux qui investissent et qui vont créer la richesse de demain. Complètement cohérent. On oublie juste quelque chose, c'est qu'on ne prête qu'aux riches. Et donc on crée justement un déséquilibre en injectant l'argent imprimé plutôt vers les entrepreneurs et donc vers les gens qui ont de l'argent pour entreprendre. Et c'est comme ça qu'on crée le déséquilibre et qu'on fausse tout le système et donc quelque part on crée les conditions d'une chute dans un abîme. Tôt ou tard, l'économie s'effondrera parce que globalement les inégalités seront trop fortes. Donc, ce déséquilibre inhérent au capitalisme, le fait de distribuer le dividende démocratique à tout le monde à part égale, eh bien, ça permet de restaurer l'équilibre. Je vais insister un peu. On a dit en moyenne 400 € à chaque citoyen. Et donc, quelque part, on crée de l'argent pour soutenir l'État. Mais ça, chaque fois qu'on l'a fait, ça s'est mal fini, il y a eu abus et ça a fini en hyperinflation. Alors, les économistes sont quand même très méfiants quand on dit qu'on va combler le trou du budget de l'État en faisant de la création monétaire. En fait, ce qui nous sauve ici, c'est que le calcul est automatique. Il ne dépend pas du politique. Donc certes, notre calcul dit 400 en moyenne, mais c'est pas pour autant que ce sera toujours vrai. Si il n'y a pas de création de valeur, s'il n'y a pas de profit et donc pas de survaleur, à ce moment-là, il n'y aura plus de dividende démocratique. Le dividende démocratique n'est versé que s'il y a une création de valeur commune. On est tous dans le même bateau. C'est ça le collectif. C'est ça le contrat social. Voilà. On arrive au bout de notre voyage dans la compréhension du dividende démocratique. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Il y a encore beaucoup de choses à dire hein, sur la propriété, et en particulier autour des biens communs, ou encore regarder le dividende démocratique à l'aune des grands économistes. J'ai bien regardé, je n'ai vu personne qui proposait ce modèle, donc voilà, je vous le soumets dans cette vidéo. Si vous y adhérez, n'hésitez pas à me contacter. Si vous savez pourquoi il est faux et il faut surtout pas l'appliquer, ça m'intéresse aussi, n'hésitez pas, et merci.